On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci sur les fonctions. On avait déjà fait une autre vidéo sur les fonctions, là on continue sur les fonctions ici. Et on va s'intéresser à quelques propriétés fondamentales qui caractérisent les fonctions de manière générale, sans trop rentrer dans le détail et sans trop prolonger, mais en amenant quand même des choses fondamentales. Et puis bien sûr d'autres vidéos viendront toujours prolonger ce thème des fonctions. Et même, on fera bien sûr des vidéos sur d'autres thèmes. Hein. Je rappelle qu'on est dans un programme de réhabilitation aux mathématiques. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, la première chose qu'on va commencer à faire, c'est d'introduire ce que j'appellerais des types de fonctions. Il existe en gros 3 grands types de fonctions. Un premier type qui s'appelle les fonctions surjectives. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction surjective? C'est une fonction qui, à chaque image, va associer au moins un antécédent. Qu'est-ce que ça signifie de dire qu'à chaque image, on associe au moins un antécédent? C'est-à-dire qu'au pire, on aura une image qui est associée à un antécédent. Au mieux, on aura une image qui sera associée à plusieurs antécédents différents. Il y a plusieurs fonctions comme ça. Alors, toujours avec des subtilités, bien sûr. Par exemple, une courbe avec, par exemple, on pourrait prendre 2 points différents qui ont 2 abscisses différents, mais une même image, par exemple. C'est totalement possible. Et donc là, on sera avec une fonction surjective si chaque image admet au moins un antécédent. C'est-à-dire que le minimum, c'est que chaque image ait un antécédent. Mais on peut avoir des images qui sont associées à plusieurs antécédents différents. Et ça, c'est ce qui va caractériser les fonctions surjectives. Bien évidemment, on a le cas opposé où, cette fois-ci, on va avoir des fonctions dont chaque image admet au plus un antécédent. Ce qui signifie qu'il existerait du coup des images qui ne sont associées à aucun antécédent. Ce qui est totalement possible. Vous pourriez très bien avoir une fonction qui est représentée par une courbe, mais que cette courbe, elle se trouve uniquement du côté du repère où on a les abscisses positifs et les images positives. Du coup, la courbe, elle serait, si on l'imagine dans ce coin-là et uniquement dans ce coin-là, bah, du coup, ça voudrait dire que les images négatives, hein, les ordonnées négatifs sont associés à aucun abscisse. Parce que pour qu'une ordonnée soit associée à un abscisse, il faut qu'il y ait un point qui fasse le lien. Mais si du coup la fonction, ou si la courbe représentative de la fonction ne se trouve que du côté positif du repère, il n'existera aucun point qui associera par exemple un abscisse positif à une image négative. Autrement dit, il existerait du coup des images qui ne sont associées à aucun antécédent. Et du coup, ça, c'est ce qui va caractériser notamment les fonctions injectives. Alors, je précise bien, je rappelle, c'est des fonctions qui, écoutez bien, à chaque image associent au plus un antécédent, à chaque image. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans un truc où vous avez une fonction qui, parfois, a 0 antécédent, parfois un antécédent et parfois 2 antécédents. Parce que là, vous voyez que c'est plus du tout pareil. Là, on serait dans autre chose. Là, on dit bien à chaque image est associé au plus un antécédent. Et là, vous voyez que c'est bien précis. À chaque image, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une image qui est associée à plusieurs antécédents pour les fonctions injectives. Sinon, là, on est dans autre chose. C'est vraiment à chaque image est associé au plus un antécédent pour les fonctions injectives. Et évidemment, on a le cas des fonctions bijectives qui sont en fait à la fois surjectives et injectives. Pourquoi? Parce que ces fonctions bijectives, ce sont des fonctions qui, à chaque image, encore une fois, à chaque image, associent cette fois-ci un seul et unique antécédent. Ça veut dire que dans cette fonction-là, il n'existe aucune image qui est associée par exemple à 0 antécédent,
Et il n'existe aucune image qui est associée à plusieurs antécédents. Toutes les images sont associées à un antécédent et à un unique antécédent. Mais ça, c'est ce qui caractérise des fonctions qui sont à la fois surjectives et bijectives, car une fonction surjective, elle admet au moins un antécédent, et une fonction injective admet au plus un antécédent par image. Mais du coup, avoir une image pour un antécédent, c'est être à la fois dans un contexte où on a chaque image qui est associée à au plus un antécédent, et à la fois dans un contexte où chaque image est associée à au moins un antécédent. Pour que chaque image ait au plus un antécédent et au moins un antécédent, le seul cas possible, c'est que chaque image soit associée à un seul et unique antécédent. Parce que dans ce cas-là, ça répond aux deux conditions. Et donc ça veut dire que dans ce cas-là, la fonction, elle est à la fois surjective et injective. Pour être à la fois injectif et surjectif, il faut répondre à ces deux conditions-là en même temps. Et le seul cas possible qui répond à ces deux conditions en même temps, c'est bien d'avoir chaque image qui est associée à un seul et unique antécédent. Comme ça, elles sont associées à au moins un antécédent, donc avoir un seul antécédent, ça répond à cette condition, et elles sont associées à au plus un antécédent. Mais du coup, avoir un seul antécédent par image, ça répond aussi à cette condition. Et donc les fonctions bijectives sont à la fois surjectives et injectives. Et donc ça, c'est des fonctions que vous connaissez peut-être plus, ce style de fonction-là. Mais en tout cas, ces fonctions-là, elles sont caractérisées ainsi. Il existe aussi des fonctions assez particulières qu'on appelle des fonctions réciproques. Alors, si on considère f une fonction qui est exprimée par la relation f de x égale y, où y est la valeur de l'image, c'est-à-dire qu'elle est la valeur de l'image de x par la fonction f. On en avait déjà parlé dans l'autre vidéo sur les fonctions. On avait dit que c'est quoi une image? C'est tout simplement, c'est quoi la valeur de l'image? C'est tout simplement la valeur que la fonction f va associer à x. Et cette valeur-là, on va l'appeler y, elle aura une certaine valeur. Qu'est-ce que va faire la fonction réciproque? Elle va tout simplement transformer l'image en abscisse et transformer l'abscisse en image. De sorte que cette fois-ci, x va devenir l'image de y par la fonction f. Donc là, vous voyez, il y a un renversement. Cette fois-ci, la fonction réciproque, elle va changer la relation. Elle va transformer les abscisses en images et les images en abscisses. Mais attention, on va voir que cela ne se fait qu'avec certains types de fonctions. Donc, si vous voyez par exemple cette écriture-là, c'est que ça décrit une fonction réciproque qui agit de cette façon. Elle transforme l'image de la fonction de départ en abscisse et l'abscisse de la fonction de départ en image. Et donc x ici, ça devient la valeur de l'image de y par la fonction f. Très bien. Alors, du coup, quelques remarques s'imposent. En effet, il y a des fonctions qui n'admettent pas de réciproque, c'est totalement possible, mais pourquoi elles n'admettent pas de réciproque? Principalement pour les raisons qu'on va décrire juste après dans les prochaines remarques. Tout simplement, une fonction doit être bijective pour admettre une réciproque. Pourquoi? Car avec une fonction bijective, on peut partir d'un antécédent et l'associer à une unique image. Donc, en partant de cette image, la fonction réciproque nous ramènera à cet antécédent de départ. Et c'est là qu'apparaît la réciprocité. Or, si une fonction n'est pas bijective, on aurait alors des images qui ne pourront être associées à aucun antécédent, ou alors à des antécédents différents. Mais du coup, il n'y aurait plus de réciprocité. Il n'y aurait plus de réciprocité. Et donc c'est pour ça que l'existence d'une fonction réciproque n'est possible que si notre fonction de départ est bijective. Parce que sinon, on ne peut pas produire de réciprocité. Parce qu'on aurait des images qui seraient associées à plusieurs antécédents différents, ou alors des images qui seraient associées à aucun antécédent si la fonction est injective. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et bien sûr, on peut aussi rajouter le fait que certaines fonctions sont bijectives sur certains intervalles et pas bijectives sur d'autres intervalles. Peut-être qu'on peut trouver une fonction qui
sur l'intervalle d'abscisse qui va de 0 à plus l'infini, par exemple, bah, sont bijectives sur cet intervalle-là, mais qui je sais pas, par exemple, de -1 à moins l'infini, sont injectives. C'est totalement possible. Une fonction n'est pas bijective forcément sur l'ensemble de l'intervalle des abscisses. Il peut exister sur certains intervalles la fonction qui d'un coup n'est plus bijective puisqu'elle commence à, par exemple, à associer plusieurs antécédents différents à une même image, ou alors elle commence à associer des images à aucun antécédent. Autrement dit, des images pour lesquelles la fonction n'associe rien. Donc aucun point qui relie ces images à un antécédent quelconque. Donc voilà, c'est totalement possible de voir apparaître ça sur un certain intervalle sur laquelle la fonction existe. Donc voilà. Alors autre chose aussi qui caractérise les fonctions, et ça c'est quelque chose de très important, et on va d'ailleurs beaucoup revenir sur ces deux notions-là dans d'autres vidéos sur les fonctions. On peut avoir par exemple le cas où on a un point de la courbe ou de la droite représentative de la fonction, bref, du graphe de la fonction, tel que son abscisse vaut 0. Et du coup, ce point-là, il touche l'axe des ordonnées. Mais du coup, ce point-là va associer l'abscisse 0 à une image, d'accord, qui se trouve exactement là où il y a le point. D'accord ? En fait, le point du graphe de la fonction se trouve exactement à l'endroit où se trouve l'image que ce point associe à l'abscisse 0. Donc là, on va parler d'ordonnée à l'origine. Pourquoi ? Parce que l'ordonnée ici est associée à l'abscisse qui se trouve exactement à l'origine. Et du coup, on a 0 qui va être associé par la fonction f à une certaine image qui est là. Donc 0, l'abscisse 0, va être associé par le point du graphe à une image qui se trouve exactement ici. Mais bien évidemment, on a un autre cas qu'il ne faut pas confondre et qui s'appelle l'abscisse à l'origine. Cette fois-ci, on a un point du graphe représentatif de la fonction qui touche l'axe des abscisses cette fois-ci. Et du coup, s'il touche l'axe des abscisses, c'est que le point qui touche l'axe des abscisses est un point qui va associer l'abscisse x, ici, à une image qui vaut 0. Donc, l'image de x par la fonction f vaut 0, puisque l'image, on voit bien, ce point-là, ce point du graphe va associer l'abscisse x qu'il touche à son image qui vaut 0, du coup. Et donc, du coup, là, on est dans le cas de figure où f de x est égal à 0. L'image de x par la fonction f vaut 0. Alors, autre élément fondamental que je mettrai en exergue dans cette vidéo, c'est le signe d'une fonction. Alors, comme vous le savez, eh bien, une fonction peut être modélisée par une équation qui va faire apparaître le lien qu'il y a entre l'image et l'abscisse, c'est-à-dire la façon dont la fonction va associer les abscisses à une certaine image. Alors ici, on rappelle qu'on a les valeurs négatives des images, et ici les valeurs positives des images, ici la valeur positive des abscisses, et ici la valeur négative des abscisses. Ici, on est avec une fonction croissante. On est avec une fonction croissante, et qu'est-ce qu'on remarque ? Si je prends par exemple l'abscisse y égale 1, eh bien, on voit que cette abscisse est associée à l'image 1 par la fonction f, par la courbe représentative de la fonction f. Et si je prends par exemple un autre abscisse, l'abscisse 2, donc si je prolonge la droite, on verrait que du coup, cette abscisse 2 serait reliée à l'image 2. Donc quand je prends un abscisse plus grand, j'ai appelé x', quand je prends un abscisse plus grand, eh bien son image, on voit qu'elle vaut quelque chose de plus grand
que l'image de l'abscisse x égale 1. Et donc forcément, du coup, f de 2 est plus grand que f de 1. Hein, vous voyez, là j'ai les abscisses, là j'ai leurs images. On voit que cet abscisse est plus grand que celui-là, on voit que son image est elle aussi plus grande. Et donc on a ceci. Et donc, ça c'est juste un exemple que je généralise ici, juste pour vous mettre ça en exergue, c'est que si j'ai un abscisse plus grand qu'un autre, dans le cas où la fonction est croissante, alors quand j'applique cette fonction-là, l'inégalité est inchangée, parce que l'image de cette abscisse-là sera aussi plus grande, dans le cas où la fonction est croissante, d'accord? Alors ici, on parle d'appliquer une fonction. Mais par contre, et c'est là justement tout l'intérêt du rappel sur le signe d'une fonction, c'est que du coup, si j'ai une fonction décroissante, les choses vont être différentes. Pourquoi elles vont être différentes? Parce que si maintenant j'ai une fonction décroissante, prenons par exemple l'abscisse x égale 1. Prenons un abscisse qui est plus grand, x' égale 2. Alors l'image de x égale 1, c'est du coup l'image qui vaut 1,5. Donc l'image de 1 par la fonction f vaut moins 1,5, excusez-moi. Donc ici c'est bien moins 1,5. Et ici, si je prends du coup un abscisse plus grand, que j'ai appelé x', et qui vaut 2, et du coup son image, du coup, elle vaut moins 3. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que du coup, l'image de x égale 1 est plus grande que l'image de x' égale 2. Parce que effectivement, moins 1,5, c'est plus grand que moins 3. Moins 3, c'est encore plus négatif. Donc forcément, c'est plus petit. Et du coup, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que du coup, l'image de x égale 1 est plus grande que l'image de x égale 2. Et pourtant, x égale 1 est plus petit que x'. Mais son image est plus grande, comme je l'ai représenté ici. On voit bien que x1 est plus petit que x2. Mais par contre, l'image de x1 est plus grande que l'image de x2. Mais du coup, ça c'est important à remarquer parce que ça nous montre bien que si on est avec une fonction décroissante, lorsque j'ai un abscisse ou une valeur de manière générale qui est plus grande qu'une autre, alors quand j'applique la fonction, le sens du comparateur change. Parce que pour une fonction décroissante, si j'ai un abscisse qui est plus grand qu'un autre, alors son image sera plus petite, comme on l'a montré ici. Et donc, et ça marche de manière générale. Si je peux prendre une valeur quelconque, indépendamment du contexte des fonctions, si je prends par exemple 3 est supérieur à 2, effectivement. Mais si j'applique une fonction décroissante, je vais avoir du coup que f de 3 est plus petit que f de 2. Ça de manière générale pour les fonctions décroissantes. Donc il faut faire attention à cette subtilité-là. Et du coup, quand vous voulez manipuler les inégalités et que vous voulez appliquer des fonctions, alors du coup, vous voyez bien qu'il faudra étudier en amont si vous voulez appliquer des fonctions dans des inégalités. Il faudra vous poser la question en amont de est-ce que la fonction que je veux appliquer, elle est croissante ou décroissante? Et suivant l'un ou l'autre, lorsque vous appliquerez la fonction, eh bien, il faudra changer ou non le sens du comparateur. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas appliquer de fonction dans des inégalités si vous ne connaissez pas les variations de la fonction, c'est-à-dire est-ce qu'elle est croissante ou est-ce qu'elle est décroissante. Et quand vous savez ça, là vous pouvez effectivement appliquer la fonction car vous saurez si vous devez changer le sens du comparateur ou pas. Donc voilà un petit peu sur quelques propriétés fondamentales des fonctions et bien sûr on continuera à étudier les fonctions et d'autres objets mathématiques.